Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont entre les deux. Bienvenue dans le 3e épisode, non, 4e, ça file, de Rassemblement. Le podcast consacré aux Avengers de Roger Stern, le scénariste qui a écrit le titre de 1982 à 1987 et lui a offert plusieurs de ses plus belles pages. Je suis Isaac, votre barman, et je suis accompagné, comme d'habitude dans cette aventure, par deux spécialistes du Marvel des années 80-90, mais aussi deux amoureux du groupe Les 4 Fantastiques. Oh oui. Et également les deux seules personnes en France qui ont détesté Dune de Denis Villeneuve, je crois. En tout cas, qui ont trouvé ça pas terrible. Et qui osent le dire. Qui ose. Il a dit tout bas là où les autres le disent. N'ose même le penser. Il ne va pas nous parler de la reprise de Babylon 5 sur CW, même s'il a demandé. C'est Jérôme, le Lord of Babylon. Jérôme, tu es content de cette nouvelle ? En fait, je sais pas. Disons que je m'en fous. Non, je te dirais que ouais, non, pourquoi ? Et pourquoi, que suis-je ? Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Bref. Non, honnêtement, le Straczynski d'aujourd'hui, je crois moyen de voir faire Babylon 5, donc non, je passe. Et puis, bien sûr, je regarderai quand ça passera pour voir. Et puis, je l'ai eu avant l'antenne, alors il m'a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, on était parti pour parler des Avengers, on parle des 4 Fantastiques, ça n'a plus de sens, voilà, ça se barre déjà en couille à la 4e émission. On lui a rappelé qu'il avait un contrat quand même, qu'il était censé faire l'émission, donc il nous a dit d'accord, mais je promets de rochonner tout du long. C'est ringside. Oui, non, je suis pas content. Moi, j'aime bien avoir mes repères, j'aime bien que ce soit carré. Ouais. Là, je vois déjà que ça part dans tous les sens. Voilà. On va devoir parler de Reed Richards. C'est bien parce qu'il y a le contrat. Hein, j'ai pas peur de le dire. Et j'ai une haine farouche pour le film Dune. De Denis Villeneuve. Salut au passage. Dénonçons les coupables. Ouais, parce que visiblement, c'est aussi un grand fan de Marvel. Donc je pense qu'il nous écoute. Oui. Je n'en doute pas. Ça a l'air d'être son. Et je suppose qu'il déteste son film aussi. C'est pas possible autrement. On a aussi une lettre en parlant de haine de notre ami Victor de Ladvéry. Ah, c'est le bon vieux Victor. Ouais, Victor qui nous écrit à propos de la dernière émission. On avait parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Tony Stark qui sombrait dans l'alcool. Eh ben, il a des choses à nous dire. Il a des choses à nous dire, Victor. Il fait « Je voudrais apporter mon témoignage concernant Tony Stark, ce pochetron yankee avec qui j'ai dû faire une sorte de voyage d'études. » Alors, il ne rentre pas dans les détails, mais visiblement, ça s'est mal passé. Il a effectivement une hygiène déplorable et il a fondu ma collection de vinyles, il nous dit, avec des guillemets, par mégarde, collection qui appartenait à ma mère. Voilà ce que c'est d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et il nous dit, comme on dit par chez nous, l'argent, ça ne pousse pas sur les Tannenbaum. Donc voilà, c'est le coup de gueule de Victor contre Tony Stark. Mais sinon, il nous embrasse. Il aime pas grand monde, quand même, Victor. Victor, il est difficile. Voilà. Il est difficile. C'est un fan de comics. Hein. Donc c'est même pas grand-chose, hein, surtout en ce moment. Mais ça m'étonne qu'à moitié, ce comportement de Tony Stark. Là. Ouais. Bah, on a vu dans le dernier que c'était il sentait d'ici. C'était vraiment. On va parler de comics. On va parler pas de comics de maintenant. Heureusement, on va parler de Avengers 233 et Fantastic Four 256 de juillet 1983, mais mis en vente en avril 1983. Les deux épisodes ont le même titre. Ils s'appellent The Annihilation Gambit. Ils sont écrits par Roger Stern et John Byrne, en duo. Ils sont tous les deux dessinés par John Byrne. Ils sont ancrés par Joe Sinnott pour l'épisode de Avengers et John Byrne pour l'épisode de Fantastic Four.
Et mise en couleur, pas de John Byrne, mais de Christy Skill pour Avengers et Glynis Swain pour Fantastic Four. Éditeur pour Avengers, Mark Grunwald pour Fantastic Four, Al Milgrom. Et éditeur-in-chief, évidemment, Jim Shooter. Que s'est-il passé dans le monde en avril 1983 ? Alors, c'est la guerre en Iran-Irak. Alors, je ne sais pas où ils en sont, hein, mais en tout cas, c'est une des guerres Iran-Irak. Ça s'enlise, à mon avis, comme Ouais, souvent dans certaines guerres. Restons optimistes. Hein. Je pense qu'il y a de belles années encore pour ce pays. Soutien militaire de Ronald Reagan au Salvador, là aussi, de belles années qui attendent le Salvador. Il y a un très bon film de Oliver Stone. Naissance de Franck Ribéry, donc vous le connaissez, membre de l'Académie française, hein, voilà, auteur des romans Extension du domaine de la lutte et Baise-moi. Sorti en France du Dernier combat, premier film de Luc Besson, de La vie est un roman d'Alain Resnais, de Nostalgia de Andrei Tarkovsky, de Ténèbres de Dario Argento, mais aussi de bons films comme 48 heures de Walter Hill. Ouais. Sorti aux USA de Flashdance, Les Prédateurs Tous les années 80. de Tony Scott. Ouais. Et Œil pour œil, je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est un Chuck Norris. Je l'ai noté. Voilà pour les sorties ciné. Donc c'est pas un mois fantoche. Hein. 83, on va dire un mois un peu en berne. Qu'est-ce qui est sorti chez Marvel le même mois ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce que c'est un mois sans ? Alors, c'est un mois sans. Pas forcément. Alors, on commence par la pop star de l'univers Marvel, la Madonna des mutants, la chanteuse en molécules instables, j'ai nommé Dazzler. C'est le numéro 27. C'est écrit et dessiné par Frank Springer. Et j'ai aucune idée de l'histoire, hein, vraiment. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'à partir de ce numéro et pendant 8 autres numéros, c'est Bill Sienkiewicz qui fait les couvertures. Et elles sont superbes, voilà. Elles sont vraiment Je me magnifiques. demandais pourquoi tu parlais de Dazzler. Parce Voilà, que ça, c'est juste pour les couvertures. Elles sont superbes. On continue. Donc, le même mois, donc la dernière fois, on avait parlé que c'était la fin de la série Marvel 2-in-1, donc la série avec la chose et puis un autre personnage de l'univers Marvel. Et ben, le mois suivant, on est lancé une série The Thing, numéro 1, écrite par John Byrne, dessiné par Ron Wilson, et donc c'est une série qui se fait en parallèle des 4 Fantastiques. C'est une série de mémoire qui va durer 2 ans, je crois qu'il y a une quarantaine de numéros, je crois, hein, avec plein de petits épisodes. Mais d'ailleurs, le numéro 2 fait partie aussi de ce crossover dont on va parler. Mais j'en parlerai peut-être vite fait parce que je l'ai lu. Ça a quand même très peu de rapport avec l'histoire qui va nous intéresser, mais officiellement, ça en faisait partie. Ouais. C'est une espèce de gros flashback, mais pendant qu'il est à l'hôpital, c'est ça. Grosso modo. Ouais. On poursuit avec Iron Man 172, toujours écrit par Dennis O'Neil, c'est dessiné par Luke McDonnell. C'est un autre exemple des interconnexions véritablement réussies dans les séries Marvel, puisque on verra dans l'épisode d'Avengers dont on va parler, il y a un passage avec Steve Rogers qui s'inquiète par rapport à Tony Stark. Et bien, dans l'épisode d'Iron Man, on a une scène de discussion très forte entre les deux personnages, entre Tony Stark et Steve Rogers, par rapport à l'alcoolisme de Tony Stark. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est dans cette discussion, dans cette scène, dans ce numéro, donc on va apprendre que le père de Steve Rogers était lui-même alcoolique. Et que du coup, il comprend tout à fait et veut véritablement aider son ami Tony Stark. Super. Ensuite, ouais. Je l'ai. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'avais lu il y a longtemps, mais. Mais l'épisode, l'épisode est vraiment mortel et c'est vrai que c'est là où ils ont rajouté ce petit, ce petit élément du passé et voilà que c'est du retcon, mais du bon retcon. C'est super, Enfin, je trouve ça totalement logique, quoi. C'est cohérent avec ce que peut être dans le passé de Steve Rogers à cette époque-là et tout ça, pour faire comme ça, ouais. Je dirais même que c'est un coup de génie. Si je peux et oui, parce que tu te dis, c'est évident. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Si vous voulez tout connaître sur Martinex, Medusa, Mercurio, Mister Fantastic ou bien encore Moondragon,
C'est dans le numéro 7 de Marvel Universe, c'est la Bible de l'univers Marvel, qu'on a pu lire en France, nous, avec les fiches dans France spécial origine ou dans des volumes. Il y en a eu 6 ou 7 que Luc et celui qui avait traduit. C'est vraiment une Bible magnifique. Et enfin, parce que je m'en veux un peu de ne pas l'avoir évoqué avant, il y a le Daredevil numéro 7, la revue anglaise de Marvel avec plusieurs séries, dont une qui est le Captain Britain, dessiné par Alan Davis et écrit par Alan Moore. Je crois d'ailleurs que c'est son seul boulot pour Marvel d'ailleurs. Et c'est déjà à l'intérieur, on a déjà un travail de reconstruction, enfin de destruction, de reconstruction d'un personnage, en l'occurrence le Captain Britain, quasiment un an avant qu'il arrive sur Swamp Thing. C'est des épisodes assez incroyables. Enfin, déjà avec Thorpe, David Thorpe. Bon, Thorpe, c'était déjà, ça tuait déjà bien, et puis avec Moore, ça lance, et puis voilà. Alan Davis, c'est quand même son personnage. Hein. Davis, je crois qu'il aura fait Captain Britain assez incroyablement bien. Enfin voilà, c'est un petit sommet quand même, vraiment une très très bonne lecture. Ouais, c'est effectivement, c'est le seul boulot qu'il aura fait chez Marvel, mais ouais, il a pris des fils d'intrigue un peu similaires à Days of Future Past. Oui. Il ramène le Fury, une espèce de sentinelle du futur, et c'est pas mal. Et surtout, il va amener l'idée du corps des Captain Britain, là, qui sont entre toutes les dimensions. Du Du multivers, en ouais, fait. voilà. Et, Du multivers marvelien, ils sont là. oui. C'est une idée à exploiter, ça. Il n'y a pas que DC qui a pillé les idées d'Alan Moore, il y a aussi Marvel. Enfin, Roy Thomas avait déjà bien amené l'idée des terres parallèles avec What If. C'est ça. Mais là, il y a une espèce de. Ouais, je remets un éclairage de nous, comme tu dis, c'est très Day of Future Past avec ce monde avec cet état qui traque les super-héros, enfin les êtres à super pouvoir. Mais moi, je me rappelle, la lecture, c'est le côté mais totalement désespéré du truc. Tu te dis, mais c'est véritablement. Tu retrouves déjà, pour moi, la noirceur qu'il avait mis, ou je crois que c'est en même temps qu'il écrit Miracle Man. Et c'est à une noirceur autant, quoi. C'est assez incroyable. Hein. Je crois qu'on voit Miracle Man d'ailleurs Il me semble. dans une case de Captain Britain. Ouais, il me semble, hein, je ne crois pas sûr. Enfin voilà, donc ouais, chez Marvel, il y a quand même des petits trucs. Mais n'empêche, le meilleur, c'est Dazzler, hein, c'est les couvertures. Non, vraiment, elles sont classe. Hein, vraiment, n'hésitez pas à regarder, hein, elles sont vraiment super. Il y a que ça qui vaut le coup. Et d'ici, on a droit à All Star Squadron 23. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cette petite série. Il me semble, avec les super-héros Tu as dû l'évoquer, ouais. Des Seconde Guerre mondiale. Et on est avec les débuts de Amazing Man, qui est un personnage important, écrit par Roy Thomas, dessiné par Jerry Ordway, pardon. Parce que c'est un super-héros black qu'ils ont créé pour apporter de la diversité dans les personnages des années 40, puisque les personnages des années 40 du Golden Age, fatalement, ils sont tous blancs. Donc voilà, Roy Thomas introduit ce personnage dans All-Star Squadron 23. Et il y aura plus tard une très bonne histoire, en fait, basée sur des émeutes qui ont vraiment eu lieu à Détroit durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est des épisodes, vraiment une trilogie d'épisodes qui est assez fascinante, en fait, très recherchée au niveau historique, et qui parle déjà des combats pour les droits civiques, et puis de manifestations qui tournent mal. Et c'est assez, c'est assez gonflé de la part de Roy Thomas de proposer ça dans un comics qui est en apparence nostalgique. C'est quelqu'un qui fait vraiment un travail d'historien, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire autant sur les super-héros que sur les événements passés. Et je trouve ça brillant. On a The Brave and the Bold de 200, qui est un numéro fabuleux, si vous pouvez l'acheter. Essayez de le trouver pas trop cher, parce que c'est les débuts de Batman and the Outsiders en backup, par Mike Barr et Jim Aparo. Mais il y a surtout l'histoire principale qui est par Mike Barr et Dave Gibbons. Donc on a parlé d'Alan Moore, là c'est son compère de Watchmen. Et c'est Batman. Donc Brave and the Bold, c'est les alliances entre Batman et un super-héros précis de DC Comics. Chaque mois, un super-héros différent. Là, c'est Batman et Batman. C'est le Batman de Terre 1, donc le Batman moderne, et Batman de Terre 2, le Batman de l'âge d'or.
Et donc il y a une partie du magazine qui est dessinée comme un épisode de Dick Sprang et la deuxième partie est dessinée comme un épisode récent et c'est Dave Gibbons qui dessine les 2 parties et qui change complètement de style et l'épisode est vraiment, même le style d'écriture de Mike Barr Mmh. change au fur et à mesure de l'épisode. Franchement, c'est une perle. C'est vraiment génial. Et c'est le dernier numéro, Mmh. Ouais, parce puisque qu'après, c'est. de la même manière que Marvel 2-in-1 est remplacé par The Thing, Brave and the Bold sera remplacé par une série de Batman and the Outsiders dont on parlera dans le prochain numéro. DC Comics présente sa annuelle 2, alors ça c'est spécial dédicace à Lord, Ouais. puisque c'est le premier comics de Jérôme, c'est Ouais, l'épisode qui dit tout sur Superwoman. ouais. Qui est Superwoman? Qui est Superwoman, ouais, je l'ai lu tout gamin, je saurais même pas comment je l'ai récupéré comme quoi. Et ouais, c'est une courte histoire, alors qu'il joue avec les trucs temporels et tout ça, où on a une voyageuse, une professeure en l'an, allez, 3000 ou 4000 qui va dans le passé parce qu'elle veut répondre à la question de qui est cette Superwoman qui est apparue, à un moment tout précis de l'histoire de Superman, qui a disparu quasiment entre-temps, avec, quasiment les mêmes styles de pouvoir et puis un superbe costume, je trouve, avec des couleurs renversé, rouge et bleu, mais renversé, une cape, un grand masque sous la tête, des cheveux roux, une longue chevelure rousse, superbe. Et donc, en fait, le truc de l'épisode étant que eh ben, Superman, c'est elle-même dans le passé, enfin, qui va dans le passé, qui se rend compte qu'elle est la seule qui a pu être Superwoman. Via, bah, là, en fait, les pouvoirs lui sont donnés par les appareils qu'elle amène du futur. Et donc voilà, elle prouve sa thèse et on va découvrir aussi à la toute fin de l'épisode qu'elle est en fait une descendante de Jimmy Olsen. Voilà, Ouais. c'est Mm. une histoire superbe dans ce DC Comics. Et en Ouais. France, il était sorti aussi avec d'autres épisodes, dont un avec une aventure de Batman de Terre 1, Terre 2 et le Lex Luthor de Terre 3. J'en ai quasiment plus de souvenirs, mais c'était super. On a aussi The Flash 323, dont on parlera peut-être un jour, puisque c'est le début de la fin pour Barry Allen. C'est le début du procès de Flash, puisque c'est l'épisode où le Reverse Flash tente d'assassiner la fiancée de Barry Allen lors de son mariage. Et ça va très mal finir pour le Tu Reverse m'étonnes. Flash, puisqu'il va se faire briser la nuque par Barry Allen. Oui, Parce pas que faire Barry chier Allen, Flash, hein, trop. Barry Allen, il en avait un peu plein le dos, sachant que le Reverse Flash avait tué Iris Allen. Mm. Et donc, ça va lui valoir quand même un procès et puis vraiment une descente aux enfers un peu molle, mais vraiment très longue et très pénible Mm. pour Ça Barry dure Allen. 4 ans, hein, quand même. Ouais. Ah, il y a du haut débat, mais sur la fin, ça va comme tu parles. Et on a Ronin numéro 1, donc une série en prestige format écrite et dessinée par Frank Miller, qui est sur un samouraï qui est projeté dans un futur apocalyptique, et qui va traquer un démon, le démon qu'il a projeté dans ce futur. C'est super. C'est vraiment Ronin, c'est vraiment génial. Ah C'est ouais. Frank Miller qui est très inspiré par les dessinateurs européens, notamment Mobius. C'est une tentative justement de faire un graphic novel à l'européenne, donc séparé en 4 chapitres, mais avec pour vocation d'être réimprimé ensuite en un seul album. C'est un petit peu en avance sur son temps, donc ça va un petit peu bider, mais ça va être la première porte d'entrée de Frank Miller chez Ouais. DC, pour ensuite amener Batman The Dark Knight Returns, quand même, Ok. dont on parlera un jour. Voilà. Et puis ouais, comme tu Et dis, tout le monde connaît, donc Je c'est vois pas ça. ce que c'est. Puis alors, comme tu Le... dis, hein, ça a bidé, mais aujourd'hui, une série ouais. d'animation comme Samurai Jack peut dire merci à Ronin. Ouais, C'est ouais, exactement le même pitch, quoi. ouais. Et le même délire. On a aussi chez les indés, on a très vite Love and Rockets numéro 2 chez Fantagraphics. C'est le numéro 2, mais le numéro 1 daté d'il y a un an. Donc voilà, ils prenaient leur temps. Mais là, ils vont commencer. Donc c'est la série des frères Hernandez qui a récolté toutes les récompenses de la planète, je pense. Et il y a aussi j'en parle juste pour nous, parce que c'est Amazing Heroes numéro 22, c'est un spécial Alpha Flight dont la série allait débuter un mois plus tard et dont on parlera forcément un jour
Alpha Flight, notre équipe de super-héros canadiens préférée. Ouais. Voilà, de John Byrne. John Byrne qui est un petit... je sais pas si on en a déjà parlé, un scénariste dessinateur. Je crois qu'on l'a un petit peu zappé, John Byrne. Ouais. Bon, un mec un peu surcoté. Et qu'on va retrouver sur les épisodes là, dont on va parler aujourd'hui. Je fais juste un petit résumé sur les FF Fantastic Four 251, 255, donc qui se situent avant les épisodes dont on va parler, pour expliquer en fait où est-ce qu'on en est, en fait, pourquoi il y a ce trip dans la zone négative des Avengers et des 4 Fantastiques. Pourquoi il y a tout ce problème. Voilà. En fait, dans le numéro 251, Reed Richards, donc le chef des 4 Fantastiques, décide d'emmener sa petite famille en vacances dans la zone négative, d'explorer un peu cette dimension avec un nouvel appareil, avec un nouveau vaisseau qu'il a conçu. C'est l'occasion pour John Byrne de faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire du Star Trek. Avec les 4 Fantastiques, ils vont atterrir sur plein de planètes, ils vont rencontrer des extraterrestres différents et à chaque fois résoudre une espèce d'enquête à la Star Trek sur il y a un mystère à chaque fois sur les us et coutumes des civilisations aliens qu'ils rencontrent et il y a une résolution à la fin qui est un petit peu philosophique, un petit peu ironique. C'est super. Et dans les épisodes précédents de Fantastic Four, nos amis donc visitent une planète de la zone négative qui est dirigée par un prêtre et où on découvre qu'il y a plusieurs disparitions en fait d'habitants qui sont assez inquiétantes. En fait, des habitants disparaissent. En fait, ce qui se passe, c'est que le prêtre qui dirige la planète, c'est un alien d'une autre planète qui s'est échoué sur cette planète, qui a besoin de l'énergie cérébrale des habitants pour alimenter son vaisseau. Donc, il capture tous les autochtones et il les branche en fait au vaisseau qu'il espère redémarrer. Et forcément, quand les 4 Fantastiques arrivent, il n'y a pas de réserve d'énergie cérébrale plus grosse que celle de Reed Richards, donc qui se retrouve plongé dans le coma, mais qui parvient, lui, à renverser la vapeur, c'est-à-dire qu'il est branché au vaisseau de cet alien, mais il prend le contrôle du vaisseau de cet alien. Les 4 Fantastiques parviennent à défaire donc cet extraterrestre qui se barre dans une capsule de sauvetage qui explose. Et Reed Richards donc leur demande de concevoir une espèce de casque sphérique. Donc c'est le casque sphérique qu'il porte dans cet épisode, qui lui permet en fait de réintégrer son cerveau dans son corps, de reprendre possession de son corps. Voilà où on en est, ce qui explique pourquoi Reed Richards a cette coiffe absolument ridicule dans le Fantastic Four de 156, mais surtout, les 4 Fantastiques désirent maintenant revenir dans notre dimension. On nous a expliqué dans ces épisodes que s'ils partaient 1 heure dans notre dimension, pour eux, ça durait des semaines. Ce qui fait que pendant l'heure où ils sont partis dans notre dimension, le méchant de la zone négative, le méchant tyran de la zone négative, Annihilus, a profité de la brèche dans la zone négative pour infiltrer le Baxter Building. Et comme Annihilus est en train de mourir, il décide en fait de détruire les 2 dimensions, la dimension d'énergie positive et la dimension d'énergie négative, la zone négative. Pour ce faire, il utilise en fait 2 champs de force, un d'énergie positive, un d'énergie négative, qu'il va rapprocher de plus en plus pour créer une explosion qui va tout détruire. Donc, ce qui explique pourquoi d'un côté, dans notre dimension, la dimension d'énergie positive, il y a les Avengers qui sont face à cette espèce de barrière invisible, et pourquoi les 4 Fantastiques vont croiser la route des Avengers. Et là, je vais laisser la parole à Jérôme pour Avengers 233. Voilà, ouais, alors Avengers 233, donc comme tu l'as dit, le titre c'est The Annihilation Gambit. En français à l'époque, ça avait été traduit par La Dimension Zéro. Et le titre officieux que je lui donne, ce serait plutôt Si j'avais su, j'aurais pas venu. Alors, dans l'épisode précédent des Avengers, ça s'était conclu sur la guêpe Péninsule qui tombe face à cette barrière invisible qui est située en plein New York. On commence l'épisode 233 donc sur une pleine page avec notre chouchoute, avec Captain Marvel qui vole à vive allure aussi dans New York et qui se prend aussi la barrière dans la tronche.
Elle tente de comprendre pourquoi ce qui se passe. Elle n'arrive pas du tout à comprendre. Elle part au manoir des Vengeurs. Là, elle retombe sur la guêpe. Et on comprend que la guêpe, elle est sur le coup. Elle convoque toute l'équipe. Donc, ce qui donne l'occasion un peu de les voir tous arriver un peu les uns après les autres. On commence avec Steve Rogers, qui lui parle avec sa petite amie, Bernie, qui est un personnage créé aussi par Roger Stern, qu'on retrouve là. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle connaît l'identité secrète de Roger, mais elle s'inquiète qu'il soit assez multiple, qu'il n'arrive pas à parler. Mais en effet, lui, il est complètement préoccupé par Iron Man, par Tony Stark, mais il ne peut pas se confier à Bernie parce qu'il ne peut pas révéler l'identité secrète de Tony. Donc, du coup, il a l'appel de la guêpe, il arrive sur les lieux, et pareil, il ne peut pas faire grand-chose. Ils essaient de bloquer la barrière avec le bouclier, avec les sucres, ils n'y arrivent pas. Ensuite, on a Star Fox et Thor qui arrivent et qui échouent pareil. Hein. Bon, Star Fox, ils font dessus, il ne fait rien. Thor, alors là, il déclenche toute l'énergie. Il arrive à lancer son marteau, et le marteau, il tombe comme une merde. Et là, Thor, il te dit, bon, ok, et je me tire parce que sinon, je risque de redevenir Donald Blake. Ciao, salut. Ensuite, on envoie au casse-pipe Wanda et Vision. Donc, Wanda, bon, elle n'arrive pas grand-chose. Vision, il arrive à traverser la barrière et il tombe aussi inanimé. Voilà. Bon, c'est quand même un peu l'épisode de la misère. Hein. Alors, Œil de Faucon, lui, il ne se déplace même pas. Hein. Il dit, oh non, c'est bon, moi, je fais la jambe dans le pas. Enfin, voilà, il y a un petit je me moque, mais en fait, c'est une bonne manière de voir qu'Œil de Faucon existe toujours, même s'il est blessé et tout ça. Là, il est dans son autre boulot et tout. Bref, on l'oublie pas. Il n'empêche que face à cette barrière, on a quand même Star Fox qui, bon, il drague et tout ça, mais n'empêche, il voit en fait la vérité de ce qui passe, donc c'est deux barrières qui se rapprochent. Et s'ensuit, en fait, voilà, il va proposer, en fait, j'ai un peu oublié, mais bon, en gros, c'est ok, de face, on n'y arrive pas, on va essayer de l'avoir par le haut. Donc, du coup, s'ensuit alors une super magnifique scène de vol où Captain Marvel va utiliser la force d'attraction du soleil pour foncer sur cette barrière et elle arrive à les détruire. Est-ce qu'on croit? Parce que, en fait, quand on va arriver, la barrière détruite, on fonce à l'intérieur de Battle Building et là, on tombe sur les Vengeurs avec Annihilus qui, a priori, est fini. Et les deux discutent et là, ils se disent, ouais, mais quand vous, de votre côté, vous détruisiez la barrière, nous, on faisait pareil. Donc, c'est une espèce de convergence des luttes qu'on trouve là, qu'on va retrouver un peu la face. On a eu la face pile, on va avoir la face dans l'épisode des 4 Fantastiques. Et donc, l'épisode des Vengeurs, lui, se finit avec les Fantastiques qui retrouvent Franklin blessé. Tout le monde est flippé, tout le monde part, et qui laisse comme deux cons Wanda et Vision sans vie. Alors, franchement, j'étais un peu déçu. Je fais quand même, c'est sympa, les deux, ils restent tranquilles, mais bon, voilà. Et donc, du coup, ouais, on finit sur cet épisode des Avengers, et on a cet épisode des 4 Fantastiques qui, de leur côté, comment ils s'en sont sortis. Ringside. Qu'est-ce qui se passe dans Fantastic Four 256? Eh ben, on démarre dans la zone négative avec les 4 Fantastiques et Reed Richards qui a donc un merveilleux chapeau, une espèce de casque complètement sphérique là, qui lui permet de diriger le vaisseau spatial qu'il a bricolé là avec les restes du vaisseau de l'alien qui venait de vaincre. Et il est temps de rentrer à la maison, mais le passage pour retourner dans notre dimension est brisé. Donc, il va falloir que Reed Richards utilise son merveilleux intellect pour trouver une solution. Et il va devoir aller explorer un petit peu les alentours pour pouvoir trouver une manière de rentrer. En parallèle, on a des dangers un peu partout, hein, parce qu'il y a des astéroïdes qui tournent un peu partout là. Donc il y a la torche humaine qui va essayer de faire le ménage. Mais alors, les règles un petit peu, naturelles ou scientifiques, hein, ne sont pas les mêmes dans la zone négative. Donc quand il explose un météorite, ça fait beaucoup plus de dégâts que ce qu'il aurait pu penser. Donc ils vont tous mourir, hein, brûlés par les débris de la météorite. Mais heureusement, l'invisible est là pour leur sauver les miches, comme d'habitude. Ce bon vieux Reed Richards, hein, il va partir explorer et se rapprocher un peu de la faille pour essayer de trouver une solution. Alors on lui dit de faire gaffe quand même parce que c'est dangereux, mais bon, on connaît Reed Richards quand il commence à partir dans ses recherches scientifiques. Il oublie un petit peu la réalité, donc il va se mettre très en danger. Il va être sauvé in extremis encore une fois par l'invisible. Il y a la chose aussi qui va s'y mettre. On est dans un truc cosmique. Hein, c'est John Byrne qui se fait plaisir en dessinant l'espace, hein, surtout.
Il y a plein de scènes d'action comme ça où ils essayent d'esquiver des astéroïdes et des choses comme ça. On a un petit passage sur Terre où on voit l'ancienne colocataire de Frankie Ray qui est devenu le nouvel héros de Galactus en remplacement du Silver Surfer. Enfin, il y a eu d'autres personnes entre-temps, mais c'est l'actuel héros de Galactus qui va chercher des planètes pour le dévoreur de monde. Hein. Il ne peut pas faire ça tout seul. On les retrouve à New York, ces deux personnages secondaires qui tombent nez à nez avec le problème du champ de force invisible. C'est une petite page un petit peu comme ça pour nous dire qu'il se passe des trucs à New York de l'autre côté dans la réalité, dans notre réalité. On a aussi un petit caméo de Galactus justement et de Nova. Donc Nova, la nouvelle héros de Galactus qui a trouvé le monde idéal pour Galactus qui a très très faim. Et ce monde, c'est le monde des Skrulls. Elle a pas trop d'état d'âme, Nova. C'est peuplé, il y a du monde, mais c'est pas grave, c'est des mecs qui ressemblent à des lézards. Il peut les bouffer, Galactus. Bon, ça sera dans la suite des aventures des Fantastiques. Et donc, après quelques semaines de recherche, on avait dit que de toute façon, plusieurs semaines, c'est 12 jours, je crois, qu'ils sont à chercher pour essayer de trouver une solution. Ça fait moins de temps chez nous, hein, donc il n'y a pas de souci. Ils se retrouvent face à une... Alors bon, tout ça c'est un petit peu un globe scientifique, mais en tout cas ils ont trouvé un passage qui va leur permettre de rentrer dans notre réalité juste au moment où justement Captain Marvel a réussi à forcer le passage. Il bidouille un truc, ça fait exploser la machine d'Annihilus qui meurt sur le coup, ou du moins qui est renvoyé dans la zone négative. On le reverra des années plus tard. Reed Richards est content parce qu'il a récupéré son cerveau qui était un petit peu dans deux réalités différentes. On découvre que Alicia Masters, l'amoureuse de la chose, a été grièvement blessée par Annihilus, qui l'a un peu séquestrée pendant toute cette période. Reed Richards, évidemment, il en a rien à foutre. Il dit c'est pas grave, elle s'en sortira, pas de souci. Il discute un peu avec les Avengers. On fait le constat que Vision est dans le coma. Et d'un seul coup, il y a l'Invisible qui débarque avec la pire nouvelle. C'est le petit Franklin qui a été blessé également par les explosions. Reed Richards se souvient qu'il a un fils. Je suis pas sûr qu'il se rende compte que c'est son fils d'ailleurs. Je me dis, quelle est cette chose? Et donc, précipitamment, ils s'en vont. Et effectivement, ils laissent la pauvre sorcière rouge toute seule avec le corps inanimé de Vision, sous le regard un peu... comment dire désolé, désabusé de Captain Marvel. C'est pas la plus grande victoire de nos héros. Hein. C'est pas... Il y a quelques faiblesses humaines qui transpercent derrière cette victoire sur Annihilus, qui meurt quand même sur un coup de bol. Et puis rapidement, je vais parler de l'épisode de la chose qui suit. Donc c'est la chose à l'hôpital qui va rendre visite à Alicia Masters. Et il apprend, en fait, il a reçu une lettre de son amour de jeunesse. Donc on aura un long flashback sur l'amour de jeunesse de la chose. Qui est devenu, qu'il a abandonné en fait alors qu'il l'avait demandé en mariage pour aller suivre une carrière d'actrice. Et donc là ils vont se retrouver et le twist c'est que en fait elle a eu un accident, elle est défigurée et donc elle voulait discuter avec Ben pour savoir comment il arrivait à vivre avec son corps de monstre. Donc une histoire qui a absolument rien à voir avec cette saga. Si ce n'est que Alicia Masters a le bras dans le plâtre et que tout le monde s'en fout, parce que la chose va batifoler avec son amour de jeunesse et Reed Richards n'en a rien à carrer. Voilà, en tout cas, c'est une grande saga, un grand épisode avec beaucoup de scènes cosmiques, beaucoup d'explosions, beaucoup de Reed Richards qui se baladent dans l'espace. C'est effectivement... Ouais, on sent qu'il se fait plaisir, John Byrne. Ouais. La chose qui détruit des astéroïdes. Là. Ouais. Il fait une boule d'acier avec le vaisseau, il envoie faire des ricochets. Il explique que c'est ces années de billard qui ont payé. C'est ça. Ouais.
Ouais. Donc voilà, c'est un crossover un petit peu atypique, hein, parce que c'est rare qu'on ait comme ça. C'est deux versants d'une même histoire, en fait. Ouais. Ils sont. Et ce que j'aime bien, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois par rapport à la façon dont les Avengers apprennent l'alcoolisme de Tony Stark, c'est que les 2 épisodes sont écrits du point de vue des stars de la revue. C'est-à-dire que vraiment, tu découvres ce qui s'est passé dans la zone négative en même temps que les Avengers. Et de l'autre côté, les 4 Fantastiques découvrent ce qui s'est passé dans notre monde au moment où ils rencontrent les Avengers. C'est-à-dire que dans les dernières pages de chaque magazine, tu as la même séquence, mais vue d'un point de vue différent. Et je trouve ça assez réussi. Et puis, ouais, c'est ce que tu dis. En fait, ça fait 20 pages chacun, enfin 22 pages chacun, et tu as ce qui pourrait être une saga aujourd'hui, quoi. Enfin, Et c'est d'autant plus fort que quelqu'un qui lit juste les aventures, qui lira pas les fantastiques, il comprend, enfin, il a pas la moitié d'une histoire. Ouais. Il a, comme tu dis, cette histoire du point de vue des vengeurs. Il saura qu'à la fin, les fantastiques sont intervenus de leur côté, mais il se sentira pas, enfin moi en tout cas, je me suis pas senti lésé de ne pas avoir lu à l'époque les 4 fantastiques, je pense pas à ce moment-là, mais t'étais pas lésé, tu sais, ok, ils sont venus, ils ont fait leur truc aussi, et voilà, mais je m'en fous parce que j'ai eu mon histoire des Avengers, et de l'autre côté, c'est pareil sur les 4 fantastiques, avec la conclusion de la saga sur de la zone négative, bon, bah, tu sais qu'il s'est passé un truc avec les Avengers qui reviennent, mais bon, toi, ça te laisse pas, t'as lu ton truc des Fantastiques et ça fonctionne tout autant, quoi. Ouais. Si t'es curieux, tu vas aller chercher ce qui se passe. Voilà. Mais on vient pas te taper dans le porte-monnaie direct en te disant de toute façon, si tu veux l'histoire complète, il va falloir que tu achètes tout. Voilà. C'est pas sur Et, un crossover, tu sais, si tu veux la suite, faut que t'achètes l'autre série, quoi. Ouais, non, puis et puis vas-y. tu même pas besoin d'avoir lu les autres épisodes des 4 Fantastiques. C'est-à-dire même le 256, il te résume assez bien tous les enjeux. Voilà, si tu jamais lu, parce que l'épisode de numéro 256 des 4 Fantastiques, il est inclus dans les TPB des Avengers. Mais t'as pas vraiment besoin, en fait, de savoir ce qui s'est passé dans les épisodes 251 à 255, si ce n'est le coup du casque. Ouais, de qui est quand Ricochet, même expliqué. mais qui est plus ou moins expliqué, quoi. Mais sinon, tu as suffisamment dans l'épisode pour savourer le trip des deux équipes, quoi. Totalement. Totalement. Et puis, t'es vraiment, moi, il y a un truc que je trouve assez amusant, c'est que t'es dans un épisode, au niveau des 4 Fantastiques, t'es sur un épisode de conclusion. Donc, tu vois qu'il, comme tu disais, il fonctionne indépendamment. Tu as eu tout le truc, avant et tout ça, et donc si tu l'as pas lu, c'est pas grave. Tu es quand même sur un épisode de conclusion qui se tient automatique, enfin, tout seul, avec des bonnes histoires, des bons trucs. Et sur les Avengers, pour moi, c'est quand même un petit épisode alors même pas de transition, mais en tout cas, c'est le petit épisode, transition, pas bouche-trou, il est après la grande arc avec Pym, avec les 2 autres épisodes de Star Fox Thor, mais il tient tout seul et il profite de cette histoire de mur quand même pour allez, je replace un peu mes personnages, je vous rappelle qu'un tel fait ci, qu'un tel fait ça, et des choses comme ça, avant de préparer autre chose, quoi. Et ce qui est fou quand je l'ai relu, c'est quand même un épisode où là, pour le coup, bah, ils sont un peu tous devant le mur à se dire merde, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment, ils sont impuissants. C'est vraiment un épisode où ils sont tous impuissants sauf Captain Marvel. Mais cette impuissance est passionnante parce que justement, ça te met en valeur Captain Marvel. Ça te permet de mettre de côté les persos trop puissants. Tu sens que Stern, il n'a pas envie de les gérer. Donc Thor, alors c'est quand même assez drôle, mais ça permet de mettre de côté Thor. Ça permet de mettre aussi un peu Vision. Et en même temps que Vision, c'est rappelez-vous, Vision est toujours là, un peu en arrière-fond. Ça permet de le mettre de côté. Et puis, bon, bah, rétroactivement, c'est quand même le début d'un grand truc pour Vision à ce moment-là. C'est le début des emmerdes, on va dire. Mais Star Fox, ça permet encore de le développer. La Guêpe, ça te montre encore à quel point elle est un grand leader, vraiment. Œil de Faucon, ce que je disais, c'est Tansen, ok, bon, je fais mon truc à côté, mais voilà, bah, il fait ça et tout, on l'oublie pas. Ça va amener sa mini-série. Et ça amène sa mini-série, oui, exactement.
Voilà, c'est à la fois, je trouve, c'est le genre d'épisode où tu pourrais dire, ouais, et où tu peux dire, ouais, en fait, il se passe rien, et au final, tu pourrais le sauter, limite, cet épisode, par rapport à l'action, quoi. Mais par rapport à tout ce que ça construit, à tout ce que ça t'apporte dans la profondeur, l'existence de ces personnages, il reste, bah, Ouais. voilà, c'est un pilier de plus, quoi. Ouais. Ah ouais, moi je suis assez d'accord, c'est Mmh. l'utilisation des pouvoirs est hyper astucieuse. Mmh. La manière dont ils essayent tous de réfléchir sur comment est-ce qu'ils peuvent, comment dire? Arrêter cette barrière, bah, en fait, si tu démarres, en fait, avec cet épisode-là, les Avengers, parce que tous les comics sont les premiers de quelqu'un, quoi. Et ben, mine de rien, tu vois les forces et les faiblesses de Mmh. chacun. Oui. Notamment, bon, Ouais. effectivement, Captain Marvel, il y en a vraiment que pour elle. Tu sens que Stern, il s'est un peu retenu sur les derniers Ouais, épisodes mais et là, là, il ouais, fait plaisir, hein. là, il se fait plaisir, mais en même temps, effectivement, il y a qu'elle qui peut résoudre Mmh. ce problème, puisque c'est la seule qui peut se transformer en rayons gamma. Les rayons gamma, c'est la seule énergie qui peut traverser ce bouclier. Mais comme c'est une énergie radioactive, elle hésite à le faire en pleine rue. Donc c'est pour ça aussi qu'elle part Mmh. C'est vrai. dans l'espace. Et ils utilisent en plus, je crois, la station Starscore dont on parlait dans les X-Men, Mmh, je crois. mmh, mmh. Mmh. Qui était à l'époque géré par Roger Stern au niveau responsable éditorial et où John Byrne a bossé dessus, quoi. Enfin, même si c'était dans les épisodes de Cockroom. Je crois qu'il parle de cette station-là, quoi. Ouais, mais on Euh, la voit souvent, cette station, j'ai Mmh. toujours été ouais, fasciné. Me ouais, dire: «Ah putain, cette station-là, les mecs, ils sont à côté du soleil et tout, c'est excellent», ouais. Et voilà, et puis tu as un rappel, voilà, de certaines règles. Par exemple, Thor, effectivement, au Mmh. bout de 60 secondes, s'il a pas son marteau sous la main, bah, il redevient Don Blake. On voit les pouvoirs de Star Fox en action. Alors c'est Mmh. pas Les ça lui permet pouvoirs, surtout de les draguer pouvoirs. Mmh. une infirmière, mais voilà, ça développe Ouais, les personnages. Enfin, tous les ouais. personnages sont développés, la dynamique de l'équipe est développée aussi. Puisque comme tu le rappelles, effectivement, tu as She-Hulk qui est vraiment dans l'action, Miss Hulk qui est Mmh. vraiment dans Mmh. l'action, mais Star Fox, c'est en fait, ils essaient de comprendre le problème, mais de résoudre le problème, mais de 2 manières complètement différentes. Mmh mh. Et Star Fox, ouais, effectivement, c'est lui qui repère l'énergie. Donc c'est intéressant parce que tu sens que Star Fox, c'est pas le personnage c'est pas lui qui l'a amené, mais par contre, il lui donne quand même un beau rôle, alors que c'est le rookie de l'équipe, quoi. Bon, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais c'est fort justement, déjà à l'époque, mais encore plus aujourd'hui, Mmh. Mmh. de voir comment quelqu'un, en fait, arrive à gérer cette dynamique d'équipe et à donner le beau rôle à tout le monde, tout Oui. en Ouais. gardant une caractérisation personnelle de chaque personnage. C'est-à-dire que tu peux pas ils sont pas interchangeables, mais Mmh. par contre, ils sont tous mis en valeur. C'est vraiment, ouais, c'est irréprochable. Et puis, voilà, on a au dessin, on a John Byrne sur les 2. Mmh. Ouais. Et le style est différent, forcément à cause de l'ancrage, C'est mais un l'ambiance citadine et l'ambiance de l'espace, les 2 sont, Ah, ils maîtrisent les 2, hein. Mmh. totalement, restitués, quoi. c'est un bel exemple pour montrer, tiens, bah, qu'apporte un encreur, là, tu le Mmh. sens bien, là, tu vois la différence, enfin, ce qu'est le travail du dessinateur, ce qu'apporte l'encreur, et en effet, comme tu dis, ouais, l'ambiance citadine, je préfère le Bird sur l'ambiance galactique, moi. Mais sur l'ambiance citadine, j'aime beaucoup, tu sens que tu vis dans la rue, enfin, tu sens que tu es dans la rue, tu vois les Mmh. gens, tu vois, tu sens la menace, et en plus, c'est balèze de faire une menace alors que tu ne la vois pas. Ouais. D'arriver Ça, il aime à bien jouer avec ça. ouais, Mmh. ouais, ouais. Ouais, Ouais, sa ouais. manière de mettre en image l'avancée de la barrière Mmh. invisible en utilisant Avec le bouclier. soit le bouclier, ouais, ou même Parce que Miss pour Hulk, hein, qui est en train de pousser qui essaie ouais, de retenir la barrière, le coup du parce marteau aussi, là, découpé en, parce en que plusieurs cases. pour ceux qui l'ont pas lu, la barrière n'est pas dessinée. Il y a Mmh. Mmh. pas, comme on a pour, les rayons de l'invisible, où il y a quand même des rayons pour présenter ces rayons invisibles ou ces champs de force invisibles. Là, le champ de force, on le voit pas du tout. Donc il fait de la pantomime avec des personnages dessinés, quoi. C'est hyper fort. Ouais. C'est leur posture qui montre en fait,
la posture où en fait le tracé du bouclier dans l'asphalte de la rue qui te montre en fait l'avancée Ça, c'est super. Ça, c'est un effet du champ de force, quoi. C'est super fort. c'est un super effet, hein. C'est vraiment, c'est fort parce que ça te permet de enfin, c'est paradoxal, hein, j'aime bien, c'est à la fois, c'est la force invisible, donc à partir du moment où tu es face à quelque chose que tu ne conçois pas, ça te fait toujours plus flipper que quelque chose que tu vois. Et en même temps, ça te permet de visualiser, comme tu dis, à la fois, bah, ça joue sur la caractéristique, ce que tu disais, en fait, sur les différents personnages, quoi. C'est cette manière d'être l'espèce d'amplificateur des personnages, le bouclier de Captain America, la manière dont Missus va essayer de l'arrêter, la manière que la chose, Vision, toujours un peu dans comment dire, la réflexion avant l'action, enfin, La c'est gestuelle est vraiment jamais la même. oui. La Oui, oui, oui. gestuelle et la morphologie des personnages joue aussi sur comment dire, sur la caractérisation de ces personnages. Mmh. Tu vois qu'ils ont pas tous la même taille, ils ont pas tous la même musculature. Ouais, c'est C'est assez fort. Le petit moment là où tu as le marteau de Thor qui est balancé à travers la barrière et qui se crache, mais il se crache comme une merde, quoi, oui, sur le sol. Et après, la tête de Thor, pendant que non, mais Captain j'adore. America chuchote à son oreille, il fait: «Tu devrais te planquer parce que tu vas oublie pas que tu vas te retransformer en Donald Blake». C'est toute la séquence est super, c'est La hyper manière dont dynamique. ouais, ouais, C'est ouais. ça s'enchaîne, il y a pas de temps mort, en fait. C'est fort parce que c'est comment tu te définis non pas face enfin, comment tu définis, comment tu réagis face à quelque chose qui te bloque véritablement? Face à quelque chose, vraiment, tu te dis: «Mais merde, comment on va s'en sortir?» Face à l'échec et l'impuissance, quoi. Et c'est là où tu te dis: «Bah, ouais, bah, ils baissent pas les bras, quoi. Ils sont ils posent, ils prennent le temps, ils sont OK, mais il y a une certaine stature, quoi, bah, celle du super-héros pour le coup, mais ouais, on est face à ça, comment on réagit, on va peut-être bientôt tous crever, mais on n'est pas là à se foutre sur la gueule ou y aller comme des gros bourrins, quoi. On essaie quand même de faire essayer de comprendre, de fonctionner, enfin, c'est vraiment, moi, Je veux dire, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas comme dans les comics actuels. ouais, je osais pas le dire, mais je le pensais très fort. Mais ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est incroyable comment ça peut être considéré. Heu, Tu te dis comme un épisode un peu bouche-trou où tu te dis: «Mais en fait, ils font rien», mais sous-entendu, en fait, ils y arrivent pas. Mais en fait, non, ils y arrivent pas peut-être, mais c'est ça qui est passionnant et Ouais. c'est ça qui te crée toute la dynamique de groupe, j'ai oublié ce qui se passe après derrière, que si on se lance dans une grosse saga ou pas, mais en tout cas, ça te permet vraiment de renforcer tout le truc, quoi, de solidifier l'équipe, quoi. L'équipe, c'est le maître mot, hein. C'est un Ouais, comics d'équipe, quoi. C'est ouais, un ouais, groupe de ouais. super-héros, c'est des super-héros. Il y a des échecs, ils surmontent les échecs, et ils vont atteindre la victoire sans se laisser décourager. Et c'est pas forcément le mec le plus balèze qui va faire la différence. Là, c'est pas du tout le cas. Bah, Et puis, voilà. C'est c'est tout le monde qui fait la différence, en fait, tu vois? ouais, c'est ça, Et hein. Ça fait. mais tu vois, par exemple, moi, j'aime bien Star Fox, tu sais, on se moque, Mm. le mec qui passe toute une page à se poser le cul sur une barrière, à draguer Ouais. Mais la quelque part, c'est le seul qui à prend du recul et qui. et qui la page d'après, tu te dis: «Mais tu sais, moi, avec mes pouvoirs, je vois la barrière, l'autre barrière qui arrive, c'est pire que ce que peut faire mon frère» et tout ça et c'est lui qui commence, en fait, à lancer toute la réflexion pour essayer qu'il arrive Mm. à détruire le truc, quoi, tu vois? Mine de rien. Mais c'est vrai que c'est le fait qu'il ait connu son frère Thanos, Mm. heu, il est capable en fait c'est comme un profiler, en fait, il est capable Ouais. d'imaginer le plan du méchant, en Mm. disant: «Ouais, c'est même mon frère oserait pas, Mmh. utiliser ce plan de». Il y a pensé, mais il a jamais osé faire les 2 barrières qui d'énergie d'antimatière et de matière qui se Mmh. détruisent l'un l'autre. D'ailleurs, en parlant d'équipiers, on va peut-être parler de nos Mmh. meilleurs équipiers, nos gros losers dans cet épisode. Même si, bon, voilà, effectivement, ils sont un peu limités dans l'action. Qui veut commencer? Ringside? Ouais, et ben écoute,
On pourrait le donner à Captain Marvel, mais je pense qu'on n'aura pas l'occasion de le donner souvent, donc je vais donner mon top à Star Fox. Ouais. Qui vient à la cool, qui tente le truc, il échoue, il va draguer un petit peu l'infirmière, essayer de prendre un peu de bon temps, mais quand même, sa valeur de super-héros revient à la charge, et puis il prend le recul, et voilà, il prend un peu une vision de la bigger pictures, et c'est lui qui va remettre les Avengers vers le chemin de la victoire, hein, en leur proposant un peu une autre vision de ce qu'ils sont en train de vivre. Et non pas comme la Vision. Vision qui pourrait être classée dans les losers, mais je crois que je vais donner le pompon à Thor quand même, qui vraiment fait encore une fois le minimum syndical. Hein. Il vient, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais lancer mon marteau. Ça n'a pas marché. Me v'là beau, bon, je me casse. Moi j'ai mis Thor. Hein, comme, c'est pas son heure de gloire. C'est pas son heure de gloire. Tu sens qu'il se cherche hein, avec Thor. Hein. Oui. Simonson n'est pas encore sur la série, donc c'est. Alors moi j'adore. Mais la tête qu'il fait justement quand il voit son marteau en se prenant le menton dans les mains. Oh diantre. et puis en plus le pire, tu te dis, ok, il se casse, il redevient Donald Blake, mais en fait Donald Blake tu le vois même pas après. Tu te dis le mec il pourrait venir aider, je suis médecin, bon il y a la. Tu te dis c'est comme. Et en fait non, même Blake il se dit non mais je vais peut-être pas y aller quoi. C'est démerdé. Il a été prendre un kebab ou. Je sais pas. Et là, clairement, c'était pas au meilleur, hein, Thor. Moi, j'ai mis Captain Marvel pour toutes les raisons qu'on a expliquées en meilleure équipière parce que sans elle, ils réussissent pas, hein, faut quand même le dire. Et puis, elle a dès le début l'instinct de se dire bon, il y a une barrière, je vais essayer un peu toutes les fréquences dans lesquelles je me transforme. Toutes les fréquences d'énergie. Elle voit que les rayons gamma, ça fonctionne, mais elle se dit c'est trop dangereux. Donc elle a aussi l'instinct de protéger les citoyens et d'essayer de trouver une. Ce qui est intéressant, c'est que c'est les deux rookies, Star Fox et Captain Marvel, qui discutent ensemble et trouvent la solution pour Linus. Mais tu vois, c'est les deux rookies, mais tu vois, je trouve que c'est. Pour moi, je pense que c'est dans cet épisode où je vois plus Captain Marvel, l'Avenger en Bleuzaï, encore en stagiaire, entraînement, mais c'est Captain Marvel, Avenger à part entière. Là, je le sens vraiment comme ça, quoi, tu vois. Autant Star Fox, il a encore un petit côté rookie, autant Captain Marvel, là, elle est au même niveau que tous les autres. Et je retrouve dans cet épisode l'assurance qu'elle avait dans l'annual de Spider-Man où on la voyait et qu'on perd un petit peu dans les premiers épisodes où tu as l'impression qu'elle fait plus jeune et plus un peu effacée, plus un peu, tu vois, stagiaire pour le coup, on va dire. Et là, je retrouve ce personnage-là. Mais ouais, peut-être parce qu'il voulait un peu la reconstruire. En effet, tu te dis, ok, c'était une flic, mais t'as beau être une flic, quand t'arrives chez les Avengers, c'est quand même c'est pas rien non plus, quoi. Et là, en plus, les scènes que Byrne dessine quand elle part dans l'espace, avec ce découpage en cases un peu obliques, où tu la vois en forme, et plus les cases descendent, plus elle devient un rayon. C'est vraiment super, quoi. Pour le coup, avec elle, il arrive vraiment à gérer un personnage ultra puissant, mais il sait ce qu'il veut en faire, quoi. Là où, où il se sent après, comme c'est un nouveau personnage, il sent qu'il a plus de latitude. Avec des persos comme Thor et Vision, en plus, t'as le passif qui joue, quoi. En tout cas, les pages d'intro où c'est elle l'héroïne, tout le début, hein, les 4 ou 5 premières pages où elle découvre la barrière, c'est super efficace pour poser les tenants et les aboutissants du danger. Pour te rappeler ce qui s'est passé avant. Voilà, pour te rappeler ce qui s'est passé avant et où on va et quelle est la teneur du danger et l'importance. Hein, après, ça va très vite où ils sont. Aussi la scène avec Captain America et aussi avec la guêpe qui est un peu en panique
je trouve que ça pose tout de suite bien les bases du fait qu'ils sont sur une menace là qui est finalement une des plus dangereuses peut-être qu'ils aient jamais affrontées et qu'ils ont pas Ouais. beaucoup la main et du coup t'es très vite dans l'urgence du truc quoi. Et je pense que certains chez la concurrence l'ont lu, notamment Marv Wolfman et Georges Pérez, parce que Oui, la il y a un barrière petit qui côté avance, crisis hein. ouais, les super-héros qui rament pour arrêter cette barrière, ouais, c'est Crisis, les premiers épisodes, c'est un peu ça, quoi. On va passer à la mode, hein. La mode, la mode, la mode. La mode avec la guêpe. Que porte la guêpe dans cet épisode? Ben, elle porte un ensemble bleu et mauve, des gants mauves et des bottes mauves, et un ensemble bleu nuit que je trouve, moi, d'un bon goût. C'est assez sobre. Hein. Ouais, Sobre et sobre, élégant. mais élégant. Ouais, Parce ouais, que j'aime ce que beaucoup. vous en pensez, mais 10 sur 10 pour Jeannette. Ouais, Mm. alors là, Ouais. total. Et puis, avec vraiment des beaux moments pour Jeannette. Moi, j'aime beaucoup sa place de leader. De toute façon, là, c'est Mm. pareil. La première scène, tu vois, on finit l'épisode précédemment avec Jeannette et Missy qui sont complètement merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Et je trouve que la bonne idée aussi de l'épisode, c'est que quand tu vois dans cet épisode la première apparition là de la guêpe, c'est devant l'ordinateur en train de coordonner tout le truc, Mm. en totale assurance malgré la menace, en contrôle, bah, en vrai leader, quoi, tu vois. Et je trouve vraiment, vraiment bien. Et Ce ouais, qui est pas mal, c'est que, la séquence dont tu parlais là, dans le précédent épisode des Avengers, Mm, Byrne l'avait déjà dessinée et écrite dans 2 épisodes des Fantastic Four, 2 mois avant. Donc en plus, tu as cet effet-là de décalage temporel entre ce qui se passe dans la zone négative et ce qui se passe dans notre monde, mm, où en fait, tu t'aperçois que les épisodes des 4 Fantastiques se sont déroulés en fait dans la journée entre Mm. notre épisode là dont on parle des Avengers et l'épisode précédent, quoi. Tu vois, bien joué. ils avaient en fait quelques mois d'avance, tu vois, ils arrivent à bien coordonner la temporalité des événements. Je trouve ça Mm, assez fort. Bah, on va passer à la deuxième partie. oui. Justement, parlons d'assez fort et des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques de John Byrne, ça va être notre petit focus. Et on va parler aussi d'Annihilus et des sagas cosmiques Marvel. Donc d'abord, les runs de John Byrne sur les FF, sur les Fantastic Four, on finira bien par faire une émission complète sur. Donc on va survoler. Mais voilà, il est arrivé en 81 sur la série, il va partir en 86. Donc il est resté quasiment 5 ans. Il a marqué par plein d'aspects la série, notamment au niveau de l'écriture, au niveau du dessin. Il a un peu redynamisé, un peu donné un coup de jeune à l'équipe, et puis au niveau des événements aussi, puisque il y aura passera plein de choses dans ces épisodes, notamment on va parler de la fausse couche de la femme invisible, on va parler de la chose qui ne sera plus dans l'équipe, qui sera remplacée par Miss Hulk, peut-être le remplacement plus mémorable au sein des 4 Fantastiques, puisque c'est peut-être la seule qui a vraiment Mm, fait son Mm. trou, par peut-être Crystal dans les années 60, mais tu vois, je pense que dans le souvenir des lecteurs, c'est vraiment voilà, Miss Hulk dans les 4 Fantastiques, c'est un pilier de l'équipe. D'ailleurs, elle va faire plusieurs retours comme 5e membre officieux les années Mm. suivantes. Et puis, des petits changements cosmétiques aussi, puisque là, on le voit dans cet épisode, on passe de l'uniforme noir et bleu à l'uniforme blanc et bleu foncé, qui est mon uniforme préféré. J'aime beaucoup Mm. l'explication Ouais, pour justifier. J'aime bien. les molécules instables. Ouais, Mm. voilà. C'est bon. Voilà, c'est Voilà. comme ça.
Voilà. Bon, moi, je vais pas commencer parce que sinon on en a pour 3 heures, donc je vais vous demander qu'est-ce que vous en pensez de ce run des 4 Fantastiques. Le seul truc que je vais me permettre de dire, c'est que je suis très content d'avoir tous les numéros originaux de ce run. Juste un petit coup de. Voilà. Moi, c'est juste pour frimer un petit peu. Oui, juste pour frimer, pour dire que j'ai les numéros de ce run et j'en suis très content. Qui veut parler de ce run Rickside? Ouais, que dire si ce n'est que c'est vraiment effectivement un des runs les plus mémorables des 4 Fantastiques, qui est quand même une série où il n'y a pas beaucoup de. Jusqu'à son arrivée, c'est pas la série qui a été la plus traitée, hein. Il y a vraiment de bons auteurs qui sont passés avant et qui ont fait des très très bonnes choses. Mais lui, on sent qu'il a un amour pour les personnages, pour la série. Qu'il aime bien partir dans le côté cosmique, dans la science-fiction. On va avoir des grosses sagas avec Galactus, plein de menaces cosmiques, en veux-tu, en voilà. Il va faire passer les personnages par différents stades sans jamais les dénaturer, hein. Après cette saga-là, par exemple, il y a par exemple de Reed Richards et Suzanne qui vont prendre un peu de recul en emmenant Ghost un peu en banlieue et puis en adoptant une identité secrète comme ça. Ce qui va permettre un petit peu d'explorer un petit peu d'autres facettes des personnages. On va avoir la mise en avant aussi de Miss Hulk, hein, comme tu disais. C'est un peu ce qui se fait de mieux dans la tradition Marvel, où on n'a pas de limite avec les Fantastic Four. On peut les emmener aux confins de l'espace, on peut les emmener dans le passé, on peut les faire affronter de la magie. Il va pas se gêner pour faire tout ça tout du long. C'est vraiment ça, c'est vraiment un run à découvrir. Je pense que c'est un classique incontournable des belles années de la Marvel. Moi, j'invite tout le monde à suivre. En plus, il va utiliser tous les personnages qui ont été créés avant, leur donner un coup de neuf, un coup de jeune. Annihilus, il a jamais été aussi terrifiant que quand c'est lui qui le dessine. Galactus, on a jamais eu autant l'impression. Enfin, il y a quand même eu Jack Kirby avant, quoi. Mais voilà, il va faire intervenir aussi l'Empire Shi'ar dans l'histoire. Ça va lui permettre de dessiner un peu tout l'univers Marvel. L'époque, en plus, il est au top de sa forme au niveau des dessins, donc c'est non seulement c'est très bon c'est très dense au niveau des récits, mais en même temps c'est magnifique à regarder parce que les dessins c'est que des chefs-d'œuvre les uns à la suite des autres, quoi. Donc je pense que c'est un incontournable vraiment de l'histoire de la Marvel, hein, ce run-là de l'incroyable John Byrne. Jérôme? Ouais, que dire après derrière ça je m'inscris à 100% dans ce que vient de dire mon camarade. C'est d'autant plus fort, on va dire un peu pour faire nos vieux, parce qu'en France, c'était publié dans Nova Ouais, aussi, c'était et tout Nova, petit. c'était un tout petit format. Et Ouais. même avec un petit format, tu t'en prenais plein la tronche en lisant le truc. Ouais. Et Explosé au même comme ça, visage. tu te disais, waouh, quand même, putain, qu'est-ce que ça tue. Euh, Moi, en plus, alors, ouais, tu disais aussi, ouais, il y a eu Kirby avant, donc c'est vrai que c'est Mm. le seul truc qui fait que tu peux pas dire que c'est le meilleur truc des 4 Fantastiques, le meilleur run et tout, c'est que t'as Kirby avant. Et Kirby, Mm. bon, bah voilà, c'est la statue qui est là dans le jardin, personne n'y touche, quoi. Mais bon, forcément, Burn, il est en dessous et il talonne sur certaines choses, il est au-dessus. Enfin, c'est assez incroyable. En plus, c'est beau parce que je trouve, en plus, à partir du moment qu'il s'ancre lui-même, ça rend le truc encore plus fort. Je crois au début, c'est Sinote aussi qui ancre, qui donne Mm. un effet de transition qui est super. Et moi, j'ajoute juste un truc, ouais, pour moi, c'est la masterpiece de Burn, hein. Si Mm. vous voulez Ouais. comprendre pourquoi Burn, c'est le plus grand dessinateur, un des plus grands, et pour moi, ouais, le plus grand des années 80, c'est pas les X-Men, hein, c'est les 4 Fantastiques. Enfin, ça Mm. synthétise tout sur ces 5 ans. Et moi, il y a un aspect que j'adore. euh, il y a deux aspects que j'adore et que je retrouve dans ce run dans différents épisodes.
Il y en a un, c'est alors tu parlais de Star Trek, je pense aussi c'est la 4e dimension. Il se fait plaisir Ouais. avec des histoires de SF et alors je suis en train de tout relire là, donc j'en suis encore sur les débuts, mais moi il y a déjà 2 histoires. Il y a celle de l'homme qui pense que sa vie est pourrie et en fait à cause d'entraînement enfin d'essais nucléaires quand il était soldat, en fait toute sa vie est modifiée à chaque fois. C'est le mec qui sauve la planète sans faire gaffe à cause de Ego qui attaque quoi. Et je Mhm. trouve déjà, et ça c'est la 4e dimension mais pure jus. Et un autre où il reprend un des épisodes les plus fameux, la 4e dimension, celle où un couple est dans une vie totalement factice. Mhm. Et il s'en sert pour faire l'épisode du 25e anniversaire des 4 Fantastiques avec le retour de Doom, où en fait Mhm. ils sont clonés dans des robots miniatures et dans une fausse ville avec une nouvelle vie, où Doom Doom et c'est le maître des poupées qui sont et j'adore, moi, c'est quand il utilise, il fait des épisodes comme ça à 4 dimensions et quand il fait des épisodes d'horreur. C'est Ouais. aussi j'ai rarement eu enfin, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai rarement l'impression qu'on ait abordé ce point, à quel point il adore les histoires d'horreur et à quel point il est doué pour Ouais. faire des histoires d'horreur et notamment pour jouer sur la suggestion. Alors, je trouve qu'on le voit plus dans la division alpha, mais pareil, Mhm. dans les 4 Fantastiques, moi j'ai lu des épisodes 1, et si je me trompe pas, c'est l'épisode où on découvre que la fameuse tante Pétunia. Mhm. voilà, tante Pétunia, en fait, est une super jeunette et tout ça, et en fait, qui lui demande de venir pour l'aider dans la petite ville perdue au fin fond du désert et tout ça, et c'est une histoire d'horreur, mais terrible, quoi. Et j'adore, moi, ces 2 aspects-là. Ouais. Pour rejoindre ce que tu disais, Mhm. c'est que voilà, il maîtrise tous les genres, et ouais, le genre science-fiction à la 4e dimension et le genre horrifique dans les 4 fantastiques à la Byrne, moi, c'est un régal. C'est vrai qu'il utilise tout le spectre en fait narratif que tu peux Mm. sur lequel tu peux te faire plaisir quand tu vas travailler sur une série 5 ans Ah, comme ça. et puis j'aime bien cette manière qu'il a aussi de refaire un peu les ritournelles qu'on connaît avec les 4 Fantastiques, mais de les changer, tu vois, avec la chose Mhm. qui, qui perd ses pouvoirs, qui revient, qui reprend une autre forme. Puis Mhm. la manière, pareil, qu'il a de véritablement. Alors j'adore comment il fait Johnny Storm, parce que mine de rien, on parle souvent des autres personnages, mais Johnny Storm, à part en faire une tête brûlée, il y a rarement d'autres. Il y a peu d'auteurs qui ont réussi à le sortir un peu de cette zone de confort de la tête brûlée et qui arrive à en faire. Et je trouve que là, il s'en sort bien. Et, bah, et puis la femme invisible, c'est dans son rôle que la Mhm. fille invisible devient la femme invisible, quoi. Il y Donc, a, c'est ça. pareil, et comment, par le dessin, il te montre ça, avec le fait des champs invisibles qui avant étaient dessinés par Pointillé. Et de Mhm. mémoire, c'est bien avec lui qui fait Ouais, une ouais. ligne continue Mhm. pour montrer à quel point bah, elle prend, bah ouais, je suis la femme invisible, je suis plus la petite C'est la jeunette et plus tout ça, puissante quoi. de l'équipe, hein. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Là, on le voit, c'est ce que tu disais Ouais, c'est dans elle l'épisode, c'est elle qui qui leur ouais, sauve les miches à chaque fois, quoi. ouais, ouais et c'est clairement, c'est en fait, tu vois que c'est elle qui dirige l'équipe. Mhm. Ah oui, C'est-à-dire parce que Reed Reed Richards a toujours la Richards tête ailleurs. ouais, Reed Richards donne les ordres, mais donne les faits, en Mhm. fait, tu vois? Les espèces de solutions scientifiques, mais c'est elle qui lui rappelle, en fait, tu vois que c'est elle qui dirige, qui coordonne l'équipe et tu as beaucoup d'épisodes, notamment là dans les épisodes de la zone négative, avant, où en fait Reed Richards est mis sous la touche et c'est Jeanne qui doit gérer les 2 autres, qui doit gérer, Ben Mhm. et Johnny et tu vois que, bah, quand il y a pas Reed Richards, c'est pas grave en fait, c'est elle qui dirige l'équipe, quoi et c'est cette conception de la femme invisible, tu l'as effectivement dès le début. Je crois, dans le premier épisode, si, je me souviens bien, l'épisode avec Diablo, Mhm. heu Mm. c'est là où elle apprend à faire des espèces de surf, Mhm. comme Iceman, des X-Men, où, Mm. il se sert de ses pouvoirs de glace pour faire des surfs et puis, en fait, évoluer dans la ville assez rapidement et elle fait la même chose avec ses pouvoirs, de champ de force invisible et quelque temps plus tard, tu as, l'épisode que j'adore, qui est peut-être mon épisode préféré de ce run, qui est l'épisode où Franklin devient adulte Mhm. Oui. et c'est la femme invisible contre, en fait, contre un homme qui vient de battre tout le reste de l'équipe et en fait, on s'aperçoit que c'est Franklin qui est devenu, adulte, quoi Mhm. et l'épisode et l'épisode, en plus, il suit déjà une trilogie qui est mortelle, qui est la trilogie avec Galactus, où tu as tous les Mm. super-héros Marvel qui viennent Mhm. se foutre sur la tronche avec, avec Galactus et ça aussi, j'aime bien dans le run de Byrne, c'est que tu as l'impression que
en fait, tu ne peux lire que cette série-là et tu as le Marvel Universe. Ouais. Quand les autres personnages Marvel font des apparitions dans les 4 Fantastiques de John Byrne, c'est comme si tu avais l'essence du personnage, en fait. Des fois, tu as Daredevil qui apparaît. Daredevil, il apparaît là, dans les épisodes pendant la zone négative parce que c'est un des premiers à repérer la barrière invisible, forcément, parce qu'il est aveugle. Il y a qui d'autre qui va faire des apparitions? Il y a, bon, forcément, va y avoir les Avengers là, quand il y a Galactus, mais tu vas avoir le Doctor Strange qui va apparaître quand ils sont justement dans cette nouvelle maison où ils se planquent sous leur identité secrète et en fait ils sont attaqués par Mephisto. Voilà, Doctor Strange fera une apparition, Nick Fury fera une apparition dans un super épisode où il remonte le temps pour essayer de tuer Hitler. Donc voilà, à chaque fois que tu vois ces personnages-là, bah, en fait, ils sont, tu vois, Doctor Strange, il ressemble au personnage de Ditko. Nick Fury, il ressemble au baroudeur tel que le dessinait Jack Kirby dans l'épisode du Maître de la Haine. Voilà, t'as ce côté classique et moderne à la fois que tu retrouves très peu, si ce n'est dans les Avengers de Roger Stern. C'est pour ça que il y a beaucoup de liens entre les 2 séries. On va voir beaucoup d'apparitions des 4 Fantastiques de Byrne, plusieurs fois. Ce qui est marrant aussi, c'est que les 4 Fantastiques vont vivre dans le manoir des Vengeurs. De la même manière là que les Avengers vont aller au Baxter Building pour, pour cet épisode. Donc voilà, il y a effectivement le meilleur du Marvel classique et en même temps de l'innovation dans ce run. Et ouais, voilà, c'est un peu cette magie des années 80, hein, où il reste à la fois super fidèle à ce qui se faisait dans les années 60, en même temps il modernise et il y a tellement de talent qui se fixe. Mais on va parler aussi du méchant. On reviendra de toute façon sur les 4 Fantastiques de John Byrne, il y a tellement à dire. Mais on a aussi notre méchant qui s'appelle Annihilus, qui est le roi de la zone négative, qui a un super look, et qui a été au top dans les années 2000 avec un crossover dont va nous parler Jérôme, qui est Annihilation. Pourquoi est-ce que c'est un crossover déjà qui est top et pourquoi c'est super important de lire Annihilation? Ouais, c'est vraiment là pour le coup, on est très nous fans des années 80 et puis faut dire ce qui est, on apprécie quasiment pas la production actuelle et depuis de nombreuses années pour certains d'entre nous. Mais il faut dire ce qui est aussi dans les années 2000, il y a quand même des beaux trucs et parmi ces beaux trucs, il y a Annihilation. Alors, ça a commencé en mars 2006, ça s'est fini en 2007 et c'est en même temps que Civil War, voilà, pour situer, hein. L'idée de Marvel, c'était de relancer tout le petit pan cosmique, qui était vraiment en déshérence. Je pense à l'époque, je ne saurais quasiment pas trop dire. En gros, déshérence depuis, on va dire, un peu la fin de tout, dès que Jim Starlin est parti, quoi. Et un peu de toute la quête avec Thanos, avec le Gant d'Infinité, tout ça. Ouais, je crois qu'il y avait que Captain Marvel de Peter David qui. Voilà. Dans l'indifférence générale. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Du coup, donc, il y a cette idée de relancer un peu tout le pan cosmique et rien de mieux qu'une bonne grosse guerre pour rebattre les cartes et repartir sur des basses scènes, hein. Tout cramer pour repartir sur des basses scènes. Du coup, on décide de choisir Annihilus avec une énorme armée qui décide de vouloir tout détruire dans l'univers, sachant que même s'il vient de la zone négative, et ben la zone négative, mais il arrive un moment où ça devient une véritable zone. Donc, allez, on envoie toute l'armée et on va détruire tout ce qui arrive à notre portée. Alors, Annihilation, ça a été confié à Keith Giffen, qui est. Alors, lui, c'est pas non plus le dernier des manches, hein, parce qu'on en parlait dans le dernier épisode, pareil, au niveau de la Légion des super-héros. Alors, il a surtout bossé chez DC Comics, hein, même s'il a un peu bossé chez Marvel, mais c'est surtout quelqu'un de chez DC. Donc, c'est lui qui a fait la fameuse Great Darkness saga de la Légion des super-héros, dont Isaac nous parlait il n'y a pas encore longtemps. C'est le créateur de Lobo et c'est le créateur de la Justice League internationale avec
Mathéis et puis Kevin Maguire, enfin, la meilleure dans le genre série d'équipe de super-héros, elle se pose là aussi. Donc Keith Giffen, il supervise un peu tout ça, il va écrire la série principale, mais, et ça c'est un peu la caractéristique de Annihilation, c'est que c'est un prologue qui va sortir un premier mois, et puis après, et qui va un peu poser tout l'enjeu, et puis après c'est 4 mini-séries. Alors c'était Nova, le surfeur d'argent, Ronan et le Super Skrull, qui vont paraître tous les mois. Et puis, à la fin de ces 4 mini-séries, on va lancer la véritable série principale à Annihilation. Donc, écrit, elle, par Giffen. Et puis, avec lui, il y aura Dan Abnett, Andy Lanning, Simon Furman, Javier Grillo, Mark Swan pour les scénarios, donc des différentes mini-séries. Et sur les dessins, il y en a un bon paquet. Je vous cite un peu les premiers. Scott Collins, Ariel Olivetti, Kev Walker, Rick Marviar, enfin voilà, tout ça. Et surtout, il y a, au niveau, on va dire cohérence graphique, toutes les couvertures sont dessinées par Gabriel Delotto. Elles sont assez magnifiques, je trouve. Donc voilà, Annihilation, vraiment, si on doit résumer, c'est une énorme grosse guerre avec Annihilus et toute son armée qui avance et qui détruit tout. Et pour montrer un peu le sérieux de l'affaire, c'est que dans le prologue, on détruit Xandar, la planète du Nova Corps, et tout le Nova Corps y passe, sauf Richard Ryder, qui survit, et ainsi que l'intelligence Prime quoi, du Nova Corps, qui va survivre à l'intérieur de Nova, et donc ça nous permet de booster Nova à ce moment-là, qui devient Nova Prime. Et donc, héros de cette mini-série, le surfeur d'argent, lui, redevient le héros de Galactus à ce moment-là. On a Thanos qui s'allie au départ avec Annihilus. On a une mini-série Ronan, l'accusateur, donc décrit, qui en fait est considéré à ce moment comme un traître et qui, par la force des choses, avec cette grande saga, va devenir le leader de Kree, parce que la planète Kree, ça va s'en manger plein la gueule pendant cette bataille. Et on a le Super Skrull qui, lui, va essayer de défendre son empire tout en devenant un paria. C'est un peu ça, en fait, l'idée de l'annulation. C'est surtout des super-héros un peu parias qui vont tous s'unir, parce que c'est là que je trouve qu'il est fort avec la saga principale, où on est un peu tous ces héros ensemble, avec toute une armée avec eux, qui forment un peu, on va dire, le dernier carré face à toute cette armée, avec des duos enfin, qui fonctionnent. C'est quand même, là, tu as Ronan et le Super Skrull ensemble qui se battent côte à côte et qui, en plus, fonctionnent avec une alchimie. Tu vois, le truc a bien été construit et fonctionne totalement. Et ce qui est très fort, c'est qu'on est dans un grand récit super-héroïque avec des bons, des méchants. Quelque chose d'épique, de fort, quand à côté, tu as Civil War où ça se met sur la gueule pour une loi à la con. Et d'ailleurs, je pense que Giffen tacle justement cet aspect dans un des, on va dire, avant la grande bataille finale, qui en gros se dit, bon, si on meurt là, c'est la Terre qui prend derrière. Et t'as Star-Lord, puisque Star-Lord réapparaît à ce moment-là, personnage. En fait, c'est là que Star-Lord, tel qu'aujourd'hui, ce mec était mis en avant. Mais je veux dire, quand Star-Lord est revenu, beaucoup de gens se disaient, mais c'est qui ce mec, quoi? Ah oui. Tout le monde avait oublié qui c'était était personne, hein, Star-Lord. Et voilà. Et ce mec, il parle plus gros et tout. Voilà. Mais c'est ça. Et Star-Lord il dit, mais tu veux pas appeler tout le monde là sur Terre pour venir t'aider? Il fait, mais ils sont tous en train de se foutre sur la gueule. Qu'est-ce que tu vois? Et c'est affreux. C'est plus comme avant là-bas. C'est ça. Et il dit, c'est à quel point. Je crois qu'il dit, en gros, c'est à se demander s'ils ont oublié ce que veut dire super-héros, quoi. Tu vois? Et j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà. Et du coup, cette grande saga a vraiment rebattu les cartes et a reposé un peu, je trouve, un pan cosmique qui est vachement vivant après, où tu as vraiment l'impression que l'Empire Kree évolue, tu as vraiment une question de géopolitique, tu as l'impression qu'ils ont recréé à ce moment-là un pan cosmique qui existe un peu comme quand tu regardes des épisodes de Star Trek où tu sais que tu as les Romuliens qui font des choses pendant que les Kardashians font quelque chose, ou les Bajorians et tout ça. Et là, c'est fort. Et en fait, ce qui est là où ils ont vraiment réussi, c'est qu'ils l'ont. Après ça, ils ont réussi vraiment à très bien l'exploiter, je trouve. Alors, tu as une autre mini-grande saga qui est derrière, qui est Annihilation Conquest, qui est un peu moins bien, dont l'intérêt, je pense, c'est surtout d'avoir relancé les Gardiens de la Galaxie sur le modèle tel qu'on le connaît. Avec donc Star-Lord, c'est là qui fait revenir Rocket Raccoon,
Drax, tout ça. Enfin voilà, Bah, il tout, crée. tout le cast qu'on Ouais, retrouve dans les films la- vient de la BD qui était écrite par ouais. Dan Par Abnett et Giffen. Andy Lanning. Ouais. La mini-série, c'est Giffen, celle de Ouais, pendant Annihilation Conquest, et après la série derrière, c'est Amnet. T'as une série régulière Nova qui est lancée, qui est vraiment superbe. Ouais. Et ce qui est fort, c'est que même là, il continue sur plein de grandes sagas, mais avec aussi des séries régulières. Et tu as vraiment des choses qui se posent, notamment, enfin, qui se posent en s'appuyant sur les events Marvel de Bendis et tout ça, pour vraiment aller plus loin. Et je prends un exemple, c'est Secret Invasion, où tu découvres que Flèche Noire est un Skrull. Et du coup, qu'est-ce qu'on en profite? Ça profite du fait que dans ce cas, les humains ils ne doivent chercher Flèche Noire et se retrouvent, alors je résume très vite, mais en gros, par la force des choses, à dire on a été créé par les Kree, on va revenir chez les Kree et on va les diriger. Et ça va créer aussi des liens carrément géopolitiques avec, limite, allez, je vais très loin, mais en gros, c'est du Game of Thrones avec Crystal qui doit Ouais. épouser Ronan. Enfin voilà, t'as les Mm. chars qui, avec une guerre civile, avec, bah, c'est à ce moment-là que Hyperion va devenir, enfin Hyperion, Gladiator. le gladiateur qui va devenir le À dirigeant, l'empereur. ça paraît. Mm. Enfin, voilà, il y a vraiment des gros trucs comme ça. Et ça va durer voilà, quelques années, quasiment, je pense, à peu près jusqu'à la fin enfin, le début de Marvel Now. Et ça développe vraiment un gros pan cosmique, même sur lequel ils peuvent encore se basent un peu. Mais voilà, c'est entre Annihilation et Marvel Now, où là-bas, tu as vraiment quelque chose de complet. ouais. Si Mm. vous voulez vraiment découvrir, je trouve, enfin, vraiment voir l'ampleur du truc, ça a été réédité plusieurs fois en gros volume, tout ça, mais ce qui était très fort, je trouve, en édition française pour l'époque, on avait le magazine Marvel Universe, Mm. et tu avais toutes les séries Ouais. là-dedans, et tu te Ouais. rendais vraiment bien compte du travail cosmique et de la cohérence globale du truc, et des bonnes séries, hein, parce que le Nova, c'était vraiment bien. Ouais, ouais. Donc, Annihilation, ça tuait, et le début des Gardiens de la Galaxie, ça tue. C'est Ouais. vraiment une série que je trouvais avec Mm. un ton, quelque chose de drôle, quelque chose de épique et tout ça. C'est vraiment une de mes séries Des préférées super de l'époque. dessins de Paul Pelletier. Ouais, 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 Mm. ouais. Mm. Ah ouais, C'était- ouais, c'était vraiment avec quelque chose. Justement, le côté comment on va s'appeler dans l'équipe, et en fait, c'est parce que tu as lancé. En plus, à jouer, ils arrivaient vraiment à jouer pour les gardiens de la galaxie. Le coup, en plus, ils arrivaient à jouer avec l'ancienne équipe des gardiens, puisqu'ils C'était s'appellent parce que du film. l'ancien revient du futur Mm, et ça mm. fonctionne, quoi. Non, vraiment, et c'est vraiment une super, super grande série pour le. Voilà, chez Marvel, dans les années 2000, il n'y a pas grand-chose à ressortir, mais ça, clairement, Ah je oui, serais pas oui. loin Ouais. à me dire que c'est le meilleur truc des années 2000 de chez Marvel, quoi. Ouais, c'est ça. On était dans le bourbier Civil War. Ah ouais, ouais, Et c'est ça. c'était un peu la lueur d'espoir. Ah, Un peu tous les mois, effectivement, le Mhm. Marvel ouais, Marvel Universe, là, Mhm. c'était un mensuel que je loupais pas, hein, ou je sais plus si c'était mensuel ou bimestriel, ou je ne sais plus, Je crois que c'était mensuel, ouais. mais c'était, il y avait beaucoup de pages, il y avait beaucoup de bonnes séries, il y avait rien acheté. Effectivement, ils avaient bien exploité le filon de l'univers cosmique, puisque effectivement sur Terre, c'était complètement biaisé par Civil War. Ils ont vraiment, ouais, ils ont la première grosse saga Annihilation, effectivement, comme tu le dis, ça a reposé les bases de tout un pan de l'univers qu'ils ont exploité après, quand même, Mhm. plutôt d'une belle manière pendant quelques années. Ouais, Euh, ouais, non, c'était vraiment une belle réussite. c'était vraiment super. Moi, là, tu vois, d'en reparler, j'ai envie de le relire, quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais, Ah ouais, oui, non, mais oui, c'est ouais, ça. ouais. Et, Le seul défaut, et c'est vraiment, je mets des gros guillemets avec défaut, c'est mhm. qu'il n'y avait pas les X-Men et il n'y avait pas les 4 Fantastiques, puisqu'ils étaient Mhm. sur Terre à faire n'importe quoi. Mm. Ouais. Même si Jonathan Hickman, quand il a écrit les 4 Fantastiques, il s'est plus ou moins reposé sur ce qui Mhm. s'était passé avec les Inhumains, Ouais. justement, quand il fait la Mm. guerre des trois cités, là. Ouais, ouais. Et même quand quand il reprend les Avengers, tu vois, quand il fait sa saga Infinity, Et c'est le il faisait, meilleur, ouais, qui est Mm. vraiment peut-être crossover le meilleur. Ouais, ouais. de ces, Et, de ces- et pour le coup, il reprend justement certaines bases. Et Ça d'ailleurs, ressemble effectivement. Effectivement, ouais, les Avengers, là, à ce moment-là, quand il y a Infinity, ça ressemble plus aux séries d'Abnett, Lanning et Mm. Giffen à ce que faisait Bendis avant sur les Avengers. Et, ouais, 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 et c'est totalement. tant mieux. Exactement. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit parce que effectivement, ouais, Star-Lord, moi, je connaissais juste l'album qui était sorti chez Oui. Arity.
Il y avait rien eu avec Star-Lord en vérité. Voilà, ouais, j'aimais bien le look, mais ils l'ont complètement refait. Le masque, le fameux masque qu'il a dans les films, Peter Quill, c'est eux qui l'ont inventé, je crois, dans Annihilation. Et ouais, tous les personnages sont sympas. Ils reprennent tout le bestiaire de Jim Starlin, donc Gamora, Drax, je crois qu'il y a même Warlock, tout ça, mais c'est des personnages qui étaient complètement épuisés après le deuxième passage de Starlin. Ouais, parce que Starlin, il avait usé le filon Thanos jusqu'au bout. Ça parlait que de Thanos, quoi. C'est saga cosmique au final. Et tu avais l'impression d'avoir des personnages complètement frais et qui ne jetaient pas à la poubelle l'historique de ces persos, qui au contraire, en fait, les utilisaient au mieux. Nova, franchement, il n'y a pas une seule bonne série de Nova, à part celle de cette période-là. Elle est vraiment nickel, quoi, avec elle est superbe, hein. Richard Rider qui a l'intelligence suprême en backup. Là, c'est Et puis c'est de la série de super-héros, hein. Ils ont des menaces, ils ont des... Et voilà, c'est pareil, Nova, l'apprentissage, comment il apprend à gérer... mieux fait que Kyle Rayner en Green Lantern. Alors que c'est un peu le même... qu'ils avaient essayé de faire avec Kyle Rayner en Green Lantern, tu sais, le jeune héros qui investit d'un pouvoir qui le dépasse. Mais ouais, je trouve... c'est vraiment... Et puis, ouais, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y avait plusieurs séries. Et tout était de qualité. Oui, totalement. Les séries, même les crossovers. Le showstrap de toutes les séries, c'est-à-dire les crossovers, c'était les montées en puissance jusqu'au... Vous avez fait Giffen, pour le coup, il avait vraiment fait un truc intelligemment, c'est-à-dire que sortir un prologue et ensuite dire on va faire 4 mini-séries qui vont faire des aspects annexes que tu peux lire sans forcément lire le reste. Ça reste des bonnes histoires en soi. Ça permet de bien relancer des personnages. Alors parmi les 4 qui ressortent, j'aime beaucoup Nova. Ronan, j'avais bien aimé Silver Surfer. La Super Skrull, elle m'avait atomisé quand je l'avais lu. Je l'avais trouvé. Je me suis dit, putain, le Super Skrull. J'ai un super souvenir du Super Skrull. Ah, le Super Skrull, il est grandiose dedans. Il y a vraiment. Mais c'est un super personnage, le Super Skrull. Oui, mais clairement, mais déjà, je trouve que c'était un super personnage, mais pour moi, c'était le méchant un peu. Voilà, c'est méchant. Mais là, dedans, j'étais, ah ouais, non, mais en fait, c'est cool, quoi. C'était vraiment. Et puis, voilà, et de faire ces 4 séries, puis après, lancer vraiment la vague d'animation, où en plus, je crois qu'ils te disent, en gros, 6 mois se sont passés après, ce qui fait que tu as des persos vraiment un peu plus baroudeurs. Tu vois, Nova, tu sens que c'est tout le petit genou, c'est le mec qui dirige toute l'armée, et tout est sur moi, et je te vois. Et il y a une autre dimension déjà, il a vraiment une autre dimension à ce moment-là. Ouais, et puis ils font tout ça sans. Les looks sont classiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est le Super Skrull, ils n'ont pas mis une armure ou des blousons ou que sais-je. Encore le seul qui a vraiment changé, c'est Drax. Et encore, sur Drax, ils arrivent pareil à le faire. Alors, c'est Giffen qui l'a changé parce qu'il avait écrit un peu auparavant une mini-série Drax. Ouais. Qui rétroactivement, en fait, Marvel l'a considéré comme un espèce de prélude à Annihilation. Mais moi qui n'avais pas du tout lu cette mini-série, en France, c'est sorti dans un gros volume Monster avec Captain Marvel pour boucher le truc. Et en fait, quelqu'un qui n'a pas lu ça, ça marche parce qu'à chaque fois, la question, c'est de se dire, mais attends, t'es Drax, toi? Mais t'étais pas comme ça avant. Non. Et il fait non. Et en gros, c'est un peu genre Snake Plissken fait mais t'étais pas mort, quoi, ou un truc comme ça. Et c'est super bien joué là-dessus. Et c'est lui qui a eu l'idée de lui donner le look à la Riddick, quoi. Voilà, mais c'est super bien pensé en plus. Ça, c'est. Et c'est un des gros talents de Giffen de savoir gérer comme ça des gros events. Des gros challenges éditoriaux, de reposer rafraîchir des personnages et les lancer dans l'action. Là, on voit tout son savoir-faire sur un truc comme ça. Ah, totalement. Donc, on conseille. On conseille. Voilà. Voilà. Beaucoup plus que le très surcoté Civil War. Ah ouais. Et si vous pouvez, en effet, rechoper les Marvel Universe, les revues, si vraiment ça vous passionne, parce que là, pour le coup,
Vous avez toutes les séries, ce qui fait que quand on n'est pas dans les gros events, ça développe bien. Et même sur les gros events, tu vois bien les différentes séries. Il y a vraiment une belle cohérence du tout, quoi. Ouais. Tu sens Ouais, qu'il y a plusieurs séries qui vont dans la même direction. Ouais, ils les avaient bien édités Ouais. dans le truc. Les traductions sont bonnes en plus. Donc, Oui. Bravo. Non, franchement, et puis Ouais. il y avait la pagination était conséquente. ouais. Ouais, non, c'était Même le que du choix bénéf. des couvertures était Mm. bonne. Ouais, ils sont pas merdés du tout sur. Juste, je termine avec un truc en plus. Donc, Giffen qui a tout maîtrisé, c'est vrai que c'est là où Dan Abnett et Lanning ont pris peu à peu les rênes du truc. Et il faut savoir aussi que Dan Abnett, il est très connu avant. Son plus gros son gros du boulot, c'était de s'occuper des romans de Warhammer 40 000 Mm. chez Game Workshop. Donc, c'est la grosse, du jeu de figurines Warhammer 40 000, où en gros, c'est différents tracks qui se foutent sur la gueule par jeu de plateau. Et lui, il a écrit énormément de romans là-dessus. Donc, c'est vrai que là-dessus, au niveau ton désespéré, de grosses batailles d'armées et trucs comme ça, il s'y connaissait. Il a bien. Ils sont Il avait du séparés bâton. maintenant. Ouais, Abnett ça fait un petit moment maintenant, je crois une Ouais, bonne ouais. dizaine d'années. Hein. Ils Ouais, avaient ouais. travaillé aussi sur la Légion des super-héros. Oui. Ouais. Ils avaient fait quelques runs qui sont pas mauvais du tout aussi. Ouais, avec Quapel Ouais, avec les débuts de Olivier Coipel, ouais. Ouais. Eh ben, écoutez, on vous conseille tout ça. Hein. Oui. Keith Giffen. Des heures de lecture, Sur passionnant. la Légion des super-héros aussi, on n'en a pas parlé. On en parlera Mm. peut-être un jour du Légion 5 ans après, mais ça aussi, ça tabasse sévère. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, On va laisser en on a plan. fait le tour. On peut peut-être parler quand même des couvertures, parce qu'on parlait, enfin il y a une couverture, ça va être vite fait, mais on parlait justement de l'influence de cet épisode peut-être sur Perez et Wolfman sur Crisis. Quand on regarde la couverture de l'épisode 233, là je pense qu'on n'a plus trop de doute à avoir, puisqu'on a c'est la seule fois où vous verrez la barrière. Ouais, totalement. Mais voilà, elle a un petit halo rosé qui est un petit peu comparable au halo bleu qu'on a dans Crisis. Et on a tous les Avengers qui sont face à la barrière, qui essaient de l'attaquer d'une manière ou d'une autre, et qui sont en train de se faire manger, hein, quelque peu. C'est en train de manger la page, quoi, la barrière. Là. Il y a un bon quart de la couverture qui est blanche. Mais je pense que voilà, ça a fait école derrière pour Crisis. Hein. Ouais. Bien noté pour quelqu'un qui voulait ronchonner. Oui, écoute, un peu de John Byrne, un peu de Roger Stern, ça va mieux pour moi. Voilà. Du Roger Stern, on va en retrouver dans le prochain épisode avec Avengers 234 et Doctor Strange 60. Et oui. Et oui. Encore, c'était pas au programme ça non plus. Oui, tu pourras de nouveau ronchonner avec Doctor Strange, qui en plus on aura un autre invité, ni plus ni moins que Dracula. Mais je le connais lui. Tiens. Voilà, ouais. Donc on aura des sorcières et des vampires, puisqu'on aura l'origine de la sorcière rouge, toute la vie de la sorcière rouge, et le combat de la sorcière rouge, mais aussi Captain Marvel et Doctor Strange contre Dracula. C'est dans le prochain épisode d'Avengers Rassemblement. On espère que vous avez aimé écouter cette émission autant que nous à la préparer. Ringside, avant de continuer à ronchonner, est-ce que tu peux nous dire sur quelle plateforme on peut nous écouter? Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, tout simplement. On se retrouve sur YouTube. L'important, si c'est pas déjà fait, c'est de vous abonner. N'hésitez pas à mettre des likes si ça vous a plu. Abonnez-vous, la petite cloche, comme ça vous savez tout de suite dès que ça sort. Tout ça est gratos, les amis, entièrement gratuit. Ouais. Et si vous voulez défendre Reed Richards, parce que je pense que Victor va nous écrire cette émission. Et voilà, défendez Reed Richards dans les commentaires. Si quelqu'un veut prendre la défense de Reed Richards, parce que ce ne sera pas ici qu'on le fera. Alors. En parlant de connard, on remercie Craig. Craig à la technique. Et voilà, on vous fait des cascades de bisous et puis on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Rassemblement. Ciao, ciao. Ciao, bye bye les amis.